sais pas si vous avez écouté le fameux discours de Mark Carney au Forum économique mondial à Davos, qui a fait le tour des journaux internationaux. Ça fait couler beaucoup d'encre, mais c'est quand même incroyable ce qu'il a dit. Faut le souligner devant toute la planète, devant un parterre de toute la haute bourgeoisie de la planète, tout l'establishment capitaliste de la planète. Ce banquier, qui est lui-même un représentant de l'establishment capitaliste, a admis que c'est ça, que l'ordre international fondé sur des règles était une fiction utile, qu'il a dit. Il a admis en fait, il a admis ce que les marxistes ont toujours dit, hein, il a dit que les puissants dérogeaient aux règles lorsque ça leur convenait. Et il a dit qu'il est temps pour les entreprises et les pays d'arrêter de vivre dans le mensonge, essentiellement, que cet ordre fondé sur des règles tend à disparaître. Et la CBC a qualifié ce discours-là d'éloge funèbre de l'ancien ordre mondial. Ce que Carney a souligné, c'est un phénomène que les communistes prévoient depuis quelques années. L'été dernier, dans nos perspectives mondiales, on écrivait que le soi-disant ordre mondial libéral qui a existé pendant des décennies est en train de s'effondrer sous nos yeux. Je ne sais pas si Carney a lu nos perspectives, mais en tout cas, on est quelques mois en avance sur lui. Mais tout ce phénomène-là, c'est ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis plusieurs années, qui se prépare et qui est encore en cours, en fait. Et ça s'est massivement accéléré sous Trump. Sous Trump, même avant Trump, on voyait déjà le retour des guerres commerciales. Et là, dans les dernières semaines, il menace de faire éclater l'OTAN en menaçant de prendre le Groenland, une colonie du Danemark. Il a même menacé d'annexer le Canada. Et il fait revivre la fameuse gunboat diplomacy, qu'on appelle la diplomatie du canon, avec son attaque éhontée sur le Venezuela. Puis en ce moment, c'est une négociation, encore une fois, au bout du canon avec l'Iran, parce qu'il a déplacé une armada énorme. Et donc, dans les grands journaux de l'establishment occidental, on sent une odeur de panique. On parle d'un retour de l'impérialisme. Mais comme on va le voir aujourd'hui, tout ça, c'est pas un retour de l'impérialisme. En fait, l'histoire montre que l'ordre qui prend fin était déjà impérialiste. Je pense que c'est clair pour nous. Mais c'est bel et bien un nouvel ordre mondial qui s'ouvre devant nous. Alors, on entre dans une période historique turbulente, une période de guerre et de guerre commerciale, de rivalité entre les grandes puissances, une période de crise économique et d'instabilité politique, et une période même qu'on pourrait dire on peut prévoir une période de révolution et de contre-révolution. Et donc, pour comprendre tout ça, commençons par dire que non, on n'a pas un retour de l'impérialisme. En fait, pour reprendre les termes de Lénine, l'impérialisme, c'est ce qu'il appelle le stade suprême du capitalisme. C'est un stade qu'on a atteint il y a plus d'un siècle. Et donc, je pense que c'est très clair si on regarde autour de nous ce règne des monopoles que Lénine disait, c'est-à-dire une société où dominent les grands monopoles, les cartels, les banques, le capital financier. Et c'est ça, on voit ça clairement aujourd'hui, on voit une énorme concentration du capital dans des multinationales gigantesques, plus riches que des pays entiers. Toutes les industries majeures sont dominées par une poignée d'entreprises. Si on regarde l'aviation civile, par exemple, où Boeing et Airbus se partagent presque 90% du marché mondial, ou regardez la tech avec les énormes corporations que sont Google, Apple, Amazon, tout ça. Donc, on voit cette domination des énormes multinationales. C'est ça que Lénine parlait quand il parlait d'impérialisme. Et la logique qui anime tout le capitalisme, comme on sait, c'est la logique du profit. Marx expliquait que le profit, c'est de la valeur qui s'auto-réalise, qui cherche à se reproduire. Les entreprises doivent faire du profit ou périr. Les méga-entreprises qui contrôlent le monde doivent donc constamment s'infiltrer dans tous les recoins de la société dans leur quête insatiable de profit.
Et dans cette quête, les frontières ne les arrêtent pas. Quand le marché national est saturé, quand ils ne trouvent plus de profit dans un pays, les entreprises vont exporter leurs capitaux. Lénine va dire que l'exportation des capitaux est une des caractéristiques principales de l'impérialisme. Pourquoi je parle de tout ça, pourquoi je parle des entreprises, et tout ça, qu'est-ce que ça a à voir avec la politique internationale? C'est que l'État est au service des entreprises. Je pense que c'est clair si quiconque regarde la politique aujourd'hui. Comme Marx disait, le gouvernement moderne est un comité chargé de gérer les affaires communes de la bourgeoisie. Je pense que c'est très clair aujourd'hui que les politiciens sont au service de la bourgeoisie. Et donc au service des entreprises. Et les entreprises donc, ont besoin de maximiser leur profit, je dirais. Alors, elles vont l'obtenir de la façon qu'elles le peuvent, à travers la diplomatie, si elles le veulent, sur la scène internationale, ou la négociation, si possible, et par la force si nécessaire. Le but étant d'obtenir donc des matières premières à bas prix, de la main-d'œuvre bon marché et obéissante, l'ouverture de nouveaux marchés, des occasions d'investissement rentables, des zones d'influence. Et donc, c'est cette dynamique économique qui est l'impérialisme. C'est l'impulsion qui anime, en dernière analyse, l'action des États sur la scène mondiale. L'impérialisme, c'est donc pas la politique de tel ou tel politicien, c'est pas la politique particulière de Trump ou de Poutine, par exemple, comme on le dit dans les grands journaux. Non, tous les États capitalistes sont mus par les mêmes forces motrices économiques. C'est pas pour dire que la politique et l'idéologie ne jouent aucun rôle, mais le socle fondamental est économique. Et donc, les seuls États capitalistes qui ne sont pas impérialistes sont ceux qui sont trop faibles pour l'être, sont ceux qui sont eux-mêmes soumis et exploités par des impérialistes. Et l'histoire du capitalisme est traversée par les luttes et les rivalités entre puissances impérialistes pour le partage du monde, pour décider quelles puissances domineront les autres et pour répartir entre les puissants le butin de l'exploitation des faibles. Si on regarde un peu dans l'histoire, les premières puissances à se partager le monde ont été la France et l'Angleterre, et dans une moindre mesure le reste des pays capitalistes européens. Donc, au tournant du 20e siècle, ils se divisent l'Afrique, mais ils ne se le divisent pas nécessairement dans la paix. Hein. Il y a des luttes, il y a des rivalités, des conflits pour le partage des colonies qui vont ensuite exploiter brutalement. Cette colonisation-là était souvent directement menée par des entreprises comme la British South Africa Company dans le secteur minier, ou la Royal Niger Company dans le textile et l'huile de palme. Et donc, c'est ça, ces entreprises-là, éventuellement, il s'établit un certain équilibre dans le partage de ces colonies-là en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, en Asie. Mais c'est ça. Mais par contre, le développement du capitalisme ne suit pas une ligne égale dans tous les pays. Donc, Lénine explique, il dit « Il est inconcevable en régime capitaliste que le partage des zones d'influence, des intérêts, des colonies, etc. repose sur autre chose que la force de ceux qui prennent part au partage. Or, les forces respectives de ces participants au partage varient d'une façon inégale. Et aussi, les alliances interimpérialistes ne sont inévitablement, quelles que soient les formes de ces alliances, que des trêves entre des guerres. » Donc, pour simplifier, les relations entre les impérialistes sont un produit d'un rapport de force entre les impérialistes et donc évoluent dans une succession d'équilibres et de déséquilibres. Ce qu'on voit dans la première moitié du 20e siècle, c'est que l'émergence de nouvelles puissances impérialistes, comme donc j'avais parlé de cet équilibre qui s'était établi entre les France, Angleterre et des pays impérialistes européens de moindre force. Ce qu'on voit dans la première moitié du 20e siècle, avec les guerres commerciales qui émergent, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, c'est un produit de l'émergence de nouvelles puissances impérialistes, comme l'Allemagne, les États-Unis, le Japon. Et donc, ça vient donc rompre l'équilibre des forces
Et on voit réémerger une période de 30 ans de guerre et de guerre commerciale pour un repartage des zones d'influence, des intérêts des colonies. Et donc, cette période-là va se terminer avec un nouvel équilibre qui va être établi par la Seconde Guerre mondiale, un nouvel équilibre dont les États-Unis sortent les grands gagnants. Donc, c'est un nouvel ordre qui s'établit dans l'après-guerre. Et donc, pourquoi je parle de ça? Parce que c'est de cet ordre-là qu'on parle quand on parle de l'ordre mondial d'après-guerre, ou même de l'ordre mondial basé sur des règles. Et donc, donc c'est quoi cet ordre mondial basé sur des règles? Il y a la version qui est dont la bourgeoisie parle comme les grands journaux, les politiciens capitalistes, tout ça. Comment ils en parlent? Bien, on peut donner un exemple. Anthony Blinken, qui était secrétaire d'État sous Biden, il va donner cette définition-là. Il dit « L'ordre mondial basé sur des règles, c'est un système de droits, d'accords, de principes et d'institutions que le monde s'est réuni pour construire après 2 guerres mondiales afin de gérer les relations entre les peuples, de prévenir les conflits et de défendre les droits de tous les peuples. » Ces documents fondateurs comprennent la Charte des Nations Unies et la Déclaration universelle des droits de l'homme qui consacrent des concepts tels que l'autodétermination, la souveraineté et le règlement pacifique des différends. Donc, c'est bien beau tout ça. Ça donne un petit lourd sur le cœur, et je pense que ça résume assez bien le point de vue mainstream libéral. Mais aussi, il y a une partie de la gauche qui partage ce point de vue, ou qui reproduit ce point de vue dans ses discours. Par exemple, Ruba Gazal, la porte-parole de Québec solidaire, qui est en réaction à l'attaque américaine contre le Venezuela au début de l'année, a écrit sur Twitter, elle dit « L'intervention militaire des États-Unis de Trump est totalement inacceptable et doit être dénoncée avec vigueur. Elle piétine le droit international qui doit être notre boussole pour nous éviter de sombrer dans le règne de l'arbitraire et de l'impérialisme. Ce n'est pas aux États-Unis de Trump ni à aucun autre État d'intervenir dans un pays étranger sans que l'ONU n'ait d'abord autorisé le mandat. » Mais donc, il faut dire que tout ça, tous ces discours sur le droit international et l'ONU sur un ordre soi-disant basé sur des règles, tout ça, c'est vraiment un mythe qui a été créé de toutes pièces. C'est de la pure propagande qui sert à masquer la réalité. Et comme communiste, notre rôle, c'est de la dévoiler. Alors, plutôt, qu'est-ce qui est réellement cet ordre qui émerge après la Seconde Guerre mondiale? Comme on sait, les États-Unis donc, sortent de la guerre comme première puissance mondiale. L'Europe a été dévastée par la guerre. L'Allemagne est divisée entre un côté capitaliste et un côté stalinien. Et les Européens, les impérialistes européens s'accrochent par le bout des doigts à leurs colonies, qui vont ensuite perdre rapidement au cours des années 50 et 60. Et la domination américaine est vraiment écrasante. Ils ont de loin la plus grosse économie. Ils ont des bases militaires un peu partout sur la planète. C'est vraiment une domination qui est sans précédent. La presse se met à parler en termes assez grandiloquents la presse américaine, ça va parler du début d'un siècle américain, American Century. Mais en même temps, les Américains, même s'ils sont au sommet du monde, savent qu'ils doivent prendre en compte une donnée importante, qui est que l'URSS est aussi ressortie renforcée de la guerre et a acquis énormément de prestige, ayant été celle qui a vaincu l'Allemagne nazie. Et le mouvement ouvrier aussi est ressorti massivement renforcé. Il y a des millions d'ouvriers qui sont armés, qui ont acquis une expérience militaire, tant dans l'armée américaine que dans les armées européennes et dans les mouvements de résistants. En Italie et en France en particulier, les partis communistes sont aux portes du pouvoir. Ils ont des centaines de milliers d'ouvriers en armes. Et donc, les Américains savent qu'une domination impérialiste directe et ouverte ne fonctionnera pas,
pourra pas se faire. Ça ne va pas passer aux États-Unis, ça ne va pas passer en Europe. Ils doivent donc, premièrement, envelopper leur domination du voile du soi-disant multilatéralisme qu'ils disent. Et c'est vraiment ça le rôle de l'ONU et des institutions internationales, des soi-disant règles qui vont être créées. Et deuxièmement, ils doivent aussi enrôler les impérialistes européens comme partenaires subalternes dans leur domination. Et c'est ça qui va mener à la création de l'OTAN. Et donc, je vais vous parler de ces deux aspects-là, de ces deux piliers de l'ordre d'après-guerre, pour essayer d'enlever les mythes derrière ça, qui cachent ça. Donc, pour commencer, l'ONU et le droit international, tout ça, le mythe officiel, c'est qu'au sortir de la guerre, les peuples se sont pris par la main et se sont chanté Kumbaya essentiellement pour dire « Ah, plus jamais de guerre ». Mais ce n'est pas exactement ça qui s'est passé. La création de l'ONU a été pensée dès ses débuts, très consciemment, comme un outil de l'impérialisme américain. En fait, avant de créer l'ONU, le président américain Roosevelt était contre l'idée de créer un tel organe multilatéral. Avant l'ONU, il y avait un ancêtre qui était la Société des Nations, puis c'était une coquille vide essentiellement. Une coquille vide sans pouvoir. Roosevelt disait que rien ne serait plus futile que la reconstitution d'un organe comme l'Assemblée de la Société des Nations. Il disait ça, je pense, en 1941, puis il va changer de ton juste un an plus tard. Roosevelt avait plutôt comme plan au début d'établir une police des mers américano-britannique. Il envisageait même de désarmer tous les pays, à part les États-Unis et le Royaume-Uni, et l'URSS, mais ça c'est parce qu'il n'y avait pas vraiment le choix, parce que l'URSS était trop forte. Un membre de ce qui s'appelait la Commission to Study the Organization of Peace, qui est mise sur pied dès 1940 pour établir des plans d'après-guerre. Donc, il savait ce qui allait se passer après la guerre. Il faisait remarquer sur cette idée de Roosevelt, il disait que ça constituait une dictature illimitée de la Grande-Bretagne et des États-Unis, ce plan-là. Mais rapidement, cette idée-là, elle prend un peu le bord. Les conseillers de Roosevelt dans les think tanks du département d'État lui expliquent que ça ne passera pas auprès des travailleurs américains, essentiellement. C'est ça qu'ils lui disent. Ils ne disent pas travailleurs, mais ils utilisent le mot opinion publique, mais c'est ça qu'ils veulent dire, essentiellement. Le Council on Foreign Relations, qui conseille le département d'État, écrit à l'époque « Une connotation impérialiste pourrait trop facilement être donnée au projet de police des mers américano-britanniques. » Un autre mémo de l'époque affirme que l'anglo-américanisme, si on ne fait pas attention, pourrait apparaître comme une tentative d'hégémonie mondiale et le panaméricanisme comme un effort exclusiviste ou divisif. Donc, il voyait bien que de l'autre côté, il y avait l'URSS qui pourrait dire « Attends un peu, là. Qu'est-ce que les Américains sont en train de faire? » Ça servirait immensément la propagande de l'URSS d'agir d'une façon aussi ouverte et éhontée. Mais en même temps, comme je disais, Roosevelt il ne voulait pas faire renaître la Société des Nations qui était une espèce de coquille vide sans le moindre pouvoir. Alors, l'idée prend forme d'un système multilatéral contrôlé par les États-Unis avec l'appui de partenaires mineurs. Et donc, dans lequel le vrai pouvoir est concentré dans un comité restreint sous le contrôle des impérialistes, ce qui va devenir le Conseil de sécurité de l'ONU, qui existe toujours là, en ce moment. C'est comme ça que fonctionne l'ONU toujours. L'idée, c'est donc de créer un voile, une feuille de vigne pour cacher la domination de l'impérialisme en l'enveloppant dans le soi-disant multilatéralisme, de lui donner le voile de la légalité. Et donc, la charte de l'ONU a été adoptée lors de la conférence de San Francisco avec des délégués d'une cinquantaine de pays. Mais c'est une opération en bon français de rubber stamping. Chacun des délégués est sous espionnage constant du FBI, juste pour s'assurer qu'ils ne sortent pas qu'ils écrivent dans les lignes.
Les vraies négociations, en fait, avaient eu lieu en amont, dans le manoir de Dumbarton Oaks à Washington, entre ce qu'ils appelaient à l'époque les 4 gendarmes, c'est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni, la Chine, qui était encore capitaliste à l'époque, et l'URSS. Les impérialistes n'ont pas le choix d'impliquer l'URSS, qui est en train d'émerger comme puissance incontournable. Et donc, ce qui est créé lors de par cette charte de l'ONU, elle laisse vraiment le pouvoir réel dans l'ONU aux grandes puissances. La seule instance à avoir un pouvoir réel, c'est le Conseil de sécurité, dans lequel on a les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, la Russie et la Chine. Donc, ces 5 membres permanents-là ont un droit de veto. Plus il y a 10 membres rotatifs élus aux 2 ans qui n'ont pas de droit de veto. Pendant ce temps-là, le reste des pays ont le droit de voter dans l'Assemblée générale, mais cette Assemblée générale-là n'a pas de grand pouvoir. Ses seuls pouvoirs sont d'élire les juges de la Cour de justice internationale et d'élire les membres temporaires du Conseil de sécurité. Pour vous donner une idée du pouvoir de l'Assemblée générale de l'ONU, elle a voté 33 fois dans les 33 dernières années contre l'embargo sur Cuba, sans le moindre effet. En fait, Roosevelt disait que le but de l'Assemblée générale, ce serait de laisser les petits pays se défouler. Et Sumner Welles, qui était comme l'architecte de la charte de l'ONU, celui qui dirigeait le plan de création de l'ONU dans le département d'État, il disait « Pour être franc, ce dont nous avions besoin, c'était d'une mesure de consolation pour les petits États, une organisation au sein de laquelle ils pourraient être représentés et se sentir comme des participants. » Donc c'est ça l'Assemblée générale de l'ONU. C'est un petit bonbon pour dire « Oui, vous avez... » Mais pendant ce temps-là, les vrais qui drive le show, comme on dit en bon français, c'est les puissances impérialistes. Et c'est très utile pour les puissances parce qu'ils peuvent s'en servir pour marquer leurs actions du sceau de la légalité avec un vote du Conseil de sécurité. Et en fait, un délégué turc lors de la conférence de San Francisco disait que le but de ça, c'était lui, il se plaignait, là, il disait que le but de ça, c'était de rendre légaux les projets des grandes puissances. Et je pense que ça résume assez bien le but de l'ONU. Et on a vu dans l'histoire comment la légalité fournie par le Conseil de sécurité a servi à voiler les actions de l'impérialisme. Par exemple, lors de la guerre de Corée, en 1953, si je me souviens bien, une mission de l'ONU qui avait été votée soutenue par un vote au Conseil de sécurité dans le but d'installer un dictateur aligné sur les États-Unis. C'est une agression impérialiste très claire qui obtient l'approbation du Conseil de sécurité. Bon, la raison, c'est que l'URSS boycottait le Conseil de sécurité à l'époque. Je n'expliquerai pas pourquoi. Un autre exemple, on peut parler de la MINUSTAH, donc la mission des Nations Unies pour la stabilisation d'Haïti, qui survient après le coup d'État américain en 2004, avec la participation des forces spéciales canadiennes, by the way, contre Jean-Bertrand Aristide, un gouvernement démocratiquement élu, massivement populaire. C'est un coup d'État à la demande des entreprises canadiennes et américaines, parce qu'ils considéraient qu'Aristide avait un programme trop pro-travailleurs, pro-agriculteurs qui leur déplaisait. Et donc, la mission de l'ONU, son but, c'est, après le coup d'État, de maintenir le gouvernement qui avait été imposé par les Américains et les Canadiens et de réprimer la population. Donc, on pourrait donner plein d'autres exemples de missions de l'ONU au Congo. Peut-être que, je sais pas, peut-être quelqu'un a d'autres exemples. Mais les votes au Conseil de sécurité de l'ONU, on pourrait donner le plan de paix de Trump, en fait, sur Gaza, hein, qui a reçu le rubber stamping de l'approbation du Conseil de sécurité de l'ONU. Ah, maintenant c'est légal, alors c'est super. Mais alors que c'est un plan absolument horrible.
qui impose la soumission, une submission abjecte des Palestiniens. Ouais. Bref, l'ONU a servi de feuille de vigne, en fait, c'est ça, pour cacher les actions des impérialistes. Tout ça, c'est pas pour dire que l'ONU est directement sous le contrôle des États-Unis et de leurs alliés français et anglais. Comme j'ai dit, ils ont été forcés de concéder un siège à l'URSS. Puis après ça, la Chine, après la Révolution de 1949, est sortie de leur orbite d'influence. Mais c'est un lieu où les puissances impérialistes sont capables de s'en servir à l'occasion comme une façon de voiler leurs actions. Et pour ce faire, ils ont recours à toutes sortes de négociations en coulisses, d'achats de votes, d'échanges de faveurs et tout ça. Et en tant que lieu où les puissances impérialistes, l'ONU en tant que lieu où les puissances impérialistes participent en relation avec des pays plus pauvres, mais c'est un terrain qui reflète les rapports de force réels entre les pays. Et donc, les impérialistes, étant plus puissants, sont capables de s'assurer que l'ONU aille dans leur sens, par toutes sortes de manigances et d'achats de votes. Par exemple, au moment de la première invasion de l'Irak par les États-Unis en 1991, les États-Unis ont acheté l'abstention de la Chine sur la résolution du Conseil de sécurité approuvant l'invasion. Donc, il a dit « Ah, c'est légal parce qu'il y a l'approbation du Conseil de sécurité. » Mais pour ça, ils ont offert à la Chine de lever les sanctions qu'ils avaient imposées sur elle auparavant. Ou bien on peut parler de les missions de paix qu'il y a eu en 1994. Il y a eu 2 résolutions au Conseil de sécurité. Des gardiens de la paix qui ont été envoyés. En fait, la Russie et les États-Unis se sont échangés des gardiens de la paix. Les États-Unis voulaient des gardiens de la paix pour défendre le gouvernement qui venait d'installer à Haïti. Puis les Russes ont dit « Attends, qu'est-ce que vous nous donnez en échange? » Puis là, les Russes étaient comme « Nous, on veut prendre la Géorgie, puis on veut l'étendre de la légalité là-dessus. » Alors, ils ont dit « OK, bon, vous avez des casques bleus en Géorgie, puis on a des casques bleus à Haïti. » Puis les deux missions apparaissent légales, alors que c'est 2 missions impérialistes. Ce genre d'échange ou d'achat de vote est extrêmement courant à travers toutes les institutions du droit international. Non seulement le Conseil de sécurité, mais aussi l'AG de l'ONU, la Cour de justice internationale, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'OMC, etc. Les pays riches ont le pouvoir d'acheter les votes des pauvres et donc de dominer ces institutions, soit par la promesse d'aide financière, par exemple. Le Japon, quand il a été élu au Conseil de sécurité de l'ONU en 1996, il a acheté les votes en donnant de l'aide humanitaire à différents pays. Ou le Canada, par exemple, quand il a été élu au Conseil de sécurité en 1995, il s'est assuré de donner des billets pour le Cercle du Soleil à tous les délégués de l'ONU. Donc, et ça, c'est tout à fait légal, c'est assez ouvert. Je lisais un article académique sur ça, puis le gars, il débattait, est-ce que c'est une bonne chose ou non qu'ils puissent acheter des votes, puis il concluait que oui, c'est une bonne chose. Et donc, avec l'ONU, on va aussi voir se développer le système du droit international, avec des traités internationaux importants, comme la Convention de Vienne de 1961, qui régit les relations diplomatiques, celle de 1969, qui régit le droit des traités, des trucs comme la Convention sur le droit de la mer, qui est un autre truc important. Et ces traités-là ont certainement leur utilité, hein, c'est pas pour nier ça. Ils établissent des normes qui organisent les relations entre les États, genre comment organiser une mission diplomatique, comment gérer les conflits en matière de frontières, de ton eau, là, en tout cas. Ils établissent aussi des principes de base comme la souveraineté des États. Tout ça, c'est très bien. Mais il faut comprendre que le droit international régit les États, régit les relations entre États en conditions stables et normales, quand les États acceptent d'être régis par ces normes-là. C'est des normes qu'ils s'auto-imposent. Mais c'est ça, donc il faut que les conditions existent en premier lieu pour
pour que le droit international fonctionne. Ce n'est pas le droit international qui crée les conditions. Comme dit l'historien Stephen Budiansky, le droit international est au droit ce que le catch est à la lutte. Et le droit international n'a aucune capacité à restreindre l'impérialisme ou à prévenir les guerres. Parce qu'il n'y a aucune autorité au-dessus des États ayant la puissance pour imposer des sanctions ou contrôler l'application de cette loi-là, de ce droit international. Prenez la Cour pénale internationale. Elle a historiquement été seulement capable d'arrêter, de mettre en prison des petits dictateurs africains. Jamais les crimes de guerre commis par les États-Unis ou par le Royaume-Uni, Tony Blair n'est toujours pas en prison, mais par contre, il y a plein de dictateurs africains qui sont en prison. Parce qu'eux, ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas un gros État pour se défendre. En fait, les États-Unis ont même une loi qui s'appelle la loi sur l'invasion de la haie. En fait, non, c'est pas ça le nom officiel, mais c'est comme ça qu'elle est connue, où est-ce qu'ils se donnent le droit d'envahir les Pays-Bas si jamais la Cour pénale internationale réprimandait leurs soldats ou quelque chose pour des crimes de guerre. Donc, comme a dit Carney dans son discours, le droit international est appliqué avec plus ou moins de rigueur selon l'identité de l'accusé ou de la victime. Et il a tout à fait raison. En fait, depuis la création de l'ONU, les États-Unis et leurs alliés occidentaux ont violé le droit international à répétition, que ce soit par des violations graves comme des coups d'État ou des invasions, ou des bris plus mineurs du droit international. Par exemple, les règles de l'Organisation mondiale du commerce, les États-Unis les violent constamment, sont le plus grand violateur des règles de l'OMC. Alors, quand on entend les gens à gauche se plaindre que les États-Unis, sous Trump, ne respectent plus le droit international et appeler à l'intervention de l'ONU, les États-Unis n'ont jamais vraiment respecté le droit international et l'ONU n'a jamais été un outil réellement capable de protéger la souveraineté des États faibles contre les puissances impérialistes. Ce qui prend fin à notre époque, c'est pas le respect des règles, mais c'est l'hypocrisie des impérialistes par rapport aux règles. Les impérialistes, ou des impérialistes américains du moins, les impérialistes américains, par le passé, essayaient de voiler leurs actions impérialistes dans le masque du droit international, de faire approuver leurs actions par l'ONU. Et même quand ils ne réussissaient pas, par exemple l'invasion de l'Irak par les États-Unis dans les années 2000, au moins les États-Unis essayaient de justifier leurs actions en disant qu'ils étaient là pour apporter la démocratie et les droits de l'homme. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ou pour, c'est parce qu'il y a des armes de destruction massive, tout ça. Un énorme mensonge, mais ils essayaient de se justifier comme ça. Trump, lui, il s'en calisse, pardonnez mon bon français. Il dit ouvertement qu'il attaque le Venezuela pour prendre le pouvoir, pour prendre le pétrole. Alors, on n'a pas un retour de l'impérialisme. On a un impérialisme qui enlève son masque. Et en fait, c'est ça qui a poussé Carney à faire ses admissions à Davos. Il est comme, bon, mais ça ne sert plus à rien, comme il dit, de maintenir la fiction. Et c'est fascinant qu'il ait dit ça devant toute la planète. On vous a menti, oui. Tout ce temps-là, les soi-disant règles étaient appliquées juste aux faibles. Ouais. Bref, les marxistes avaient raison. Et ça va avoir des conséquences sur la conscience des travailleurs. Hein. C'est significatif, un ordre impérialiste démasqué, parce que des millions de travailleurs vont réaliser ou prennent conscience qu'on leur a menti et que leur classe dirigeante ne se préoccupe pas de paix ou de démocratie. Donc, c'est assez significatif. Donc, l'autre pilier de l'ordre d'après-guerre, comme j'ai dit, c'est l'OTAN. Et le système ils disent le système des relations transatlantiques. Donc, autrement dit, l'enrôlement de l'Europe dans le système hégémonique américain. Et donc, comme j'ai dit, l'URSS sort massivement renforcée de la guerre, ainsi que le mouvement ouvrier. Il y a des millions de travailleurs qui sont battus à mort contre le fascisme pour la liberté, pour une meilleure société, et ils entendent l'obtenir, hein, ils y croient. Et à leur porte, il y a l'URSS, où les travailleurs connaissent des conditions de vie comme le plein emploi, des services publics,
des logements pour tout le monde, etc. Alors, les Américains craignent avant tout que l'exemple soviétique donne des idées aux travailleurs européens et qui se disent qu'une économie planifiée, aussi bureaucratique soit-elle, serait une meilleure solution que le capitalisme. Les impérialistes américains comprennent donc qu'ils doivent stabiliser le capitalisme européen. Les Américains entreprennent donc de payer pour la reconstruction de l'Europe avec le plan Marshall, une grosse aide financière. Et donc, c'est notable, là. Ils remettent sur pied leurs propres concurrents impérialistes européens parce qu'ils craignent encore plus la révolution en Europe que la concurrence des autres impérialistes. Ils veulent aussi un autre élément, ils veulent une Europe capitaliste forte pour servir de point d'appui contre l'URSS. Ils veulent aussi avoir un marché dans lequel vendre leurs produits parce qu'ils ont la plus grosse économie. Et donc, ça fait qu'ils acceptent de payer pour la défense de l'Europe. C'est ça essentiellement l'OTAN. C'est ça qui donne naissance à l'OTAN. Et l'OTAN, c'est la plus grosse alliance militaire inter-impérialiste au monde, avec des garanties mutuelles de défense et des normes communes en matière militaire, des équipements standardisés, tout ça. Mais c'est aussi l'installation de bases militaires américaines en sol européen. Et je pense qu'il faut souligner à quel point l'OTAN, c'est un phénomène particulier, une sorte d'anomalie historique. On a des impérialistes qui ont eux-mêmes des colonies qui acceptent de sous-traiter leur propre défense à une autre puissance impérialiste, se plaçant essentiellement dans des conditions de dépendance militaire. Mais les Européens acceptent cet accord historique pour plusieurs raisons. Premièrement, ça leur permet d'assurer leur sécurité face à l'URSS sans avoir à consacrer des ressources directement. Ce qui leur permet donc de mettre leurs propres ressources militaires dans la protection de leur colonie. Et ça leur permet aussi de mettre cet argent-là pour acheter la paix des classes en réduisant leurs dépenses militaires pour établir un État-providence. Un autre aspect du calcul qui explique qu'ils acceptent de se soumettre aux Américains, en particulier les Français et les Anglais, c'est qu'ils considèrent qu'une hégémonie américaine permettra de garder l'Allemagne tranquille après 2 guerres provoquées par les ambitions allemandes. Finalement, ils voient dans l'OTAN un forum, une manière de se tailler une place sous l'impérialisme américain, donc comme un forum dans lequel influencer les plans des impérialistes américains. Et donc de profiter du bouclier de la défense américaine. Et effectivement, on a vu qu'à travers le 20e siècle, les impérialistes européens, auxquels on pourrait aussi ajouter en fait les autres impérialistes occidentaux, comme le Canada, l'Australie, ils ont vraiment mangé les restants des carcasses tuées par l'impérialisme américain. Par exemple, quand les Américains font des coups d'État en Amérique latine pour obtenir des gouvernements obéissants qui répriment les syndicats et vendent leurs ressources à rabais, les entreprises canadiennes en profitent aussi. Par exemple, après le coup d'État au Chili en 1973, la compagnie minière Noranda Inc. a rapidement conclu un accord avec le gouvernement de Pinochet pour investir dans le pays. Il y a plein de capital canadien qui rentre immédiatement dans le pays. Les entreprises minières canadiennes se frottent les mains immédiatement et vont conclure des accords. Donc, ils vont profiter des actions impérialistes des Américains. Et aujourd'hui, cet accord historique par lequel les puissances européennes, autrefois dominantes et en compétition les unes avec les autres, mettaient de côté leur concurrence historique sous l'égide de l'hégémonie américaine, cet accord-là est en train de s'effondrer. C'est ça à quoi on assiste. Trump a été assez clair qu'il voit les Européens et le Canada comme des adversaires. Les Américains sont en train d'abandonner donc, la défense de l'Europe qui avait été promise dans l'après-guerre et la défense du Canada, qu'on peut inclure là-dedans. Ils ont dit assez ouvertement qu'ils veulent abandonner l'Ukraine à son sort, donc laisser les Européens faire face seuls à la Russie. Trump a augmenté le seuil de dépenses militaires minimum exigé par l'OTAN, et même en menaçant, comme j'ai dit, de prendre le Groenland, formellement un territoire danois, il a failli faire exploser l'OTAN.
Même chose quand ils menacent d'annexer le Canada. Mais il faut bien comprendre, quand les propagandistes libéraux canadiens et européens poussent des cris d'orfraie parce que Trump ne respecte pas les règles, etc., etc., c'est la pure hypocrisie. Hein? Ils ne sont pas en train de dire « Ah, Trump ne respecte pas les règles » quand il kidnappe le président du Venezuela ou quand il impose des sanctions criminelles contre Cuba et l'Iran. Non, ils disent que les règles du jeu étaient qu'eux étaient censés être hors d'atteinte de l'impérialisme américain. C'est correct de violer la souveraineté du Venezuela. Ça ne brise pas les règles. Mais la souveraineté du Canada ou du Danemark, ça, par contre, ça, c'est inacceptable. Et tout ça, ça va avoir des conséquences importantes. Le bris de cette relation-là, on pourrait s'étendre là-dessus, mais peut-être quelques-unes. L'Europe et le Canada sont en train de se remilitariser à cause de ça. Hein, le fait qu'ils n'avaient pas à dépenser beaucoup pour leurs armées, c'est ça qui leur a permis de bâtir un État-providence qui a assuré une certaine paix des classes pendant une certaine période. Mais là, on voit une augmentation massive des budgets militaires et ça fait que commencer. Hein. Aussi, les armées européennes et canadiennes sont profondément dépendantes d'armement et de technologie américaine. Et en ce moment, il y a beaucoup de discussions dans les cercles comme militaires de la question d'une autonomie stratégique par rapport aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire créer des chaînes de production d'armement autonomes des États-Unis. Mais ça demanderait des efforts économiques massifs, des investissements de la part de l'État qui seraient massifs. Et donc, ça pris ensemble, ça signifie que la remilitarisation va signifier l'austérité pour les travailleurs. Et c'est déjà en train de provoquer des mouvements de masse en France, en Grèce, en Italie. Et c'est juste une question de temps avant que ça elle-même ait fait ici. Et un autre élément de ça, c'est la question de la conscription qui va se poser éventuellement, qui a déjà commencé à se poser en Allemagne. Avec des effets importants sur la conscience de la jeunesse, hein, qui se met à se dire, mais attends un peu, là, moi, j'ai pas envie d'aller me battre pour ces calices-là. Fait que, et les classes dirigeantes voient bien ça, ils essayent ils savent pas trop sur quel pied danser. Ouais. Donc, voilà pour l'OTAN. Finalement, un dernier aspect de l'ordre d'après-guerre, c'est les institutions du commerce et de la finance et le système monétaire, avec les accords de Bretton Woods, la création du Fonds monétaire international, la Banque mondiale, l'Organisation mondiale du commerce et le système du dollar américain comme monnaie du commerce mondial. Et ce système-là, en stabilisant le commerce dans l'après-guerre, avait été partiellement responsable du boom d'après-guerre. Ça fait 40 minutes que je parle, je n'ai pas le temps d'en parler plus, mais il suffit de dire que ce pilier-là aussi prend des coups en ce moment, avec le retour des guerres commerciales, la remise en question de la domination du dollar. C'est un autre élément qui va créer de l'instabilité dans la situation. Ouais. Ça pourrait être une intervention intéressante. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation-là en ce moment? Pourquoi est-ce que cet ordre mondial prend fin? Comme je disais au début, les rapports entre les impérialistes évoluent sur la base d'une succession d'équilibres et de déséquilibres selon l'évolution des rapports de force. Et ce qu'on voit en ce moment, ce n'est pas une nouvelle politique impérialiste de la part de Trump. Comme j'ai dit, l'impérialisme, ce n'est pas une politique facultative. Les États-Unis sont impérialistes depuis bien longtemps. Mais ce qu'on voit, c'est un bouleversement profond dans l'équilibre établi lors de la Deuxième Guerre mondiale et qui vient défaire l'ordre mondial établi dans l'après-guerre sur la base de cet équilibre. Donc, toutes ces piliers-là, ces règles-là sont un reflet des conditions, des relations entre les impérialistes qui ont été établis dans l'après-guerre. Et donc, Trump, ce n'est pas la cause de la destruction de cet ordre-là, mais c'est un catalyseur ou un accélérateur. Et donc, au fond, ce qui cause tout cela, c'est quoi? C'est le déclin historique de l'Empire américain ainsi que de ses alliés européens et canadiens.
C'est un déclin qui est relatif, qui est pas absolu. Les États-Unis demeurent de loin la plus grande puissance, mais en comparaison, la montée de la Chine a été fulgurante dans les 30 dernières années. Avec une industrie beaucoup plus dynamique aujourd'hui. Le Made in China, c'est plus synonyme de bébelle de mauvaise qualité, mais de produits technologiques avancés. La Chine est dominante dans une série de secteurs de pointe, comme les véhicules électriques, la robotisation, les minéraux critiques. Sur la liste Forbes des 2000 plus grandes entreprises, on retrouve aujourd'hui environ 600 compagnies américaines et 300 chinoises. Et un chiffre je pense, qui montre les changements dans les rapports de force. En 1960, les États-Unis, c'était 40% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est 25% du PIB mondial. La Chine, dans les années 90, c'était quelque chose comme 2-3% du PIB mondial. Aujourd'hui, c'est 17% du PIB mondial. Donc, on voit que la Chine rattrape les États-Unis pendant que les forces relatives des États-Unis stagnent autour de 25% depuis, je ne sais pas, une vingtaine d'années ou quelque chose comme ça. Et ça se reflète par un déclin des États-Unis de l'influence des États-Unis sur la scène mondiale, la montée de rivaux impérialistes, comme la Chine et la Russie, mais aussi la Turquie et les Émirats arabes unis, dans une mesure un peu plus régionale. Et militairement, dans les 20 dernières années, les Américains ont subi humiliation après humiliation en Irak, en Afghanistan, en Syrie. Puis plus récemment, avec la guerre en Ukraine, qui était une guerre par pays interposé entre la Russie et les États-Unis, une tentative de Biden de mettre fin au déclin de l'influence américaine en Europe de l'Est. Mais ça a été un échec grave. Et en essayant de refiler le fardeau de la guerre en Ukraine aux Européens, Trump reconnaît essentiellement que les États-Unis n'ont plus la force d'intervenir en théâtre européen. C'est une reconnaissance de faiblesse. Et donc, tous les discours de MAGA et de Trump sur mettre fin aux guerres éternelles et ça aussi sur la doctrine Monroe, se concentrer sur l'hémisphère ouest, tout ça, c'est une reconnaissance de ce déclin relatif des États-Unis, qui ne peuvent plus jouer le rôle de gendarme mondial. Un peu comme quand ton budget est limité, là, tu coupes dans les dépenses non essentielles, tu réduis ton mode de vie. C'est un peu la même chose. Et parmi les dépenses non essentielles, on retrouve des trucs comme payer la facture de la machine militaire européenne. En fait, c'est même surprenant que les États-Unis n'aient pas abandonné l'OTAN plus tôt. Parce qu'on se rappelle, l'OTAN, c'est en grande partie en réponse à la menace politique de l'URSS. Mais l'URSS n'existe plus. Les États-Unis n'ont plus besoin d'assurer la défense de l'Europe. Et les impérialistes européens et canadiens étaient tellement habitués de vivre aux dépens des États-Unis qu'ils ont oublié cette vérité que les impérialistes sont en concurrence en réalité. Et Trump voit bien que, en fait, ces gens-là, c'est des parasites qui vivent aux dépens de l'impérialisme américain depuis longtemps. En même temps, avec ce déclin-là, les impérialistes américains sont désespérés et s'accrochent agressivement à ce qui leur reste d'empire. C'est ce qui explique l'agression éhontée sur le Venezuela. Derrière ça, on a surtout une tentative de Trump de reprendre le Venezuela des griffes de l'influence de la Chine et de la Russie en Amérique latine. Dans un contexte, c'est ça, où la Chine étend son influence, a étendu son influence sur l'Amérique latine, qui est la cour arrière des États-Unis, supposément, depuis environ une décennie. Pour terminer, derrière tout ça, il y a un facteur encore plus fondamental, qui est la crise historique du système capitaliste, et qui frappe particulièrement fort en Occident. Quoi qu'on dise la bourse, là, si vous regardez la bourse, tout va bien, mais le système capitaliste tourne à vide. Il s'enfonce dans ses contradictions, alors qu'il est incapable d'offrir des niveaux de vie décents à des millions de travailleurs, pendant que les riches continuent à s'enrichir toujours plus. Les journaux financiers parlent d'une croissance économique en K, donc avec les pauvres
qui s'appauvrissent et les riches qui s'enrichissent. Le système est frappé par ce que Marx appelait la crise de surproduction, alors que les entreprises n'arrivent pas à vendre leurs produits à profit. Ce qui pousse chaque pays à chercher des débouchés à l'étranger, tout en protégeant leurs propres industries par des tarifs. Ce qui encourage les pays de plus en plus agressivement à contourner les règles du commerce international, provoque des guerres commerciales et vient bouleverser l'équilibre établi par le passé. La crise signifie que nos classes dirigeantes sont désespérées de rétablir la stabilité économique et politique chez elles par tous les moyens possibles, par les guerres commerciales, mais aussi par les guerres si nécessaire, par les agressions. Et donc les normes du passé et les institutions multilatérales utilisées pour voiler la domination, tout ça pour essayer de cacher les choses aux travailleurs, ça devient des luxes superflus. Surtout qu'avec le déclin de l'Empire américain et de ses alliés, ils ont de plus en plus de difficultés à contrôler les institutions multilatérales comme l'ONU. Parce que la Chine et la Russie, eux aussi, ont du pouvoir et peuvent s'insérer dans ces institutions-là. Et Carney, dans son discours, disait qu'on ne doit pas pleurer cet ordre mondial qui disparaît. On est d'accord avec lui. Hein. Il n'y a aucune nostalgie à avoir pour la mort du masque hypocrite du libéralisme. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on doit se réjouir de ce nouvel ordre mondial. Le capitalisme, c'est un système mourant et comme un corps mourant, il est frappé de toutes sortes de symptômes horribles. On voit les atrocités qui se déchaînent, comme le génocide en Palestine, les horreurs de la guerre civile au Soudan. Et ça doit nous donner un sentiment d'urgence de renverser ce système-là. Mais heureusement, ces horreurs-là produisent leur pendant d'espoir. Parce que leur effet, c'est aussi cet impérialisme nu a aussi l'effet d'éveiller des millions de gens. On a déjà vu comment le génocide en Palestine a choqué et amené dans la lutte des millions de gens à travers le monde. Donc notre rôle comme communisme, c'est de se servir de ces événements-là pour amener les gens dans la lutte pour le socialisme. Et c'est vraiment notre seul espoir si on veut mettre fin aux horreurs de ce système-là. Donc, je vais terminer ici. Comme tu l'as mentionné, l'ONU, c'est une des institutions en fait, qui sort de fin de vigne démocratique pour les agressions impérialistes des différents pays qui dominent le monde. Puis même dans la gauche, l'ONU est vue comme un outil, en fait, honnêtement démocratique. Mais cette réputation pacifique, en fait, de l'ONU, ça ne suffit pas, en fait, quand on check plus concrètement leurs actions, en fait. Puis ça, je vais en parler par rapport avec le rôle de l'ONU en Haïti entre 2004 et 2017, qui était comme la période où l'ONU a occupé Haïti en tant que tel, qui illustre, en fait, son utilité comme pour les impérialistes. En gros, pour faire rapidement, en 1991, il y a eu un président Aristide qui a été porté à la tête d'un mouvement qui a renversé une dictature de plusieurs décennies, qui est devenu président, avec un programme inspirant pour les masses. Il n'était pas de gauche Aristide, mais il y avait un programme quand même inspirant qui voulait par exemple augmenter le salaire minimum des travailleurs. Puis ça l'a mené à en fait, gagner 67% des votes dans l'élection. Puis avant même en fait, qu'il rentre au pouvoir, il y a eu un coup d'État préventif pour l'empêcher de prendre le pouvoir. Ça n'a pas marché, comme les masses ont défait ce coup d'État-là. Il a quand même pris le pouvoir en 91, en février. Puis en septembre 91, il y a eu un coup d'État contre lui, en fait, qu'il a renversé immédiatement, avant même qu'il y ait eu une année au pouvoir. Puis après ça, plusieurs péripéties. En 1994, il est revenu au pouvoir pour finir son mandat. Puis en revenant pour finir son mandat, en fait, il a aboli l'armée haïtienne, qui était en fait, l'institution en fait, qui avait été utilisée en fait, pour le renverser du pouvoir. Ça met un peu le stage. Puis, parce qu'en Haïti, comme dans la Constitution, tu ne peux pas être président 2 fois de suite dans 2 mandats. Il n'a pas été candidat après, mais il a été en fait réélu en 2001 pour être président en Haïti. Puis il a été réélu avec un programme un peu plus modéré en fait, pour diverses raisons. Mais comme il y avait encore comme des demandes par exemple pour augmenter le salaire minimum une deuxième fois dans son deuxième mandat. Puis pour donner un exemple en fait, de ce qu'il voulait faire là, comme le salaire minimum qu'il voulait augmenter, c'était pour l'augmenter à 70 gourdes, la monnaie haïtienne, qui équivalait à ce moment-là à 1,60$ américain, pas par heure, par jour. 1,60$ par jour comme le salaire minimum. Puis pour des compagnies comme par exemple Gildan, comme une compagnie comme de boxeurs whatever, canadienne, montréalaise même, je dirais, c'était pas acceptable en fait parce que c'est une des compagnies les plus
investi en Haïti. Ils n'ont pas aimé cette idée-là. Puis les impérialistes et les capitalistes haïtiens qui étaient déjà en fait farouchement opposés à Aristide ont intensifié en fait leur pression contre son gouvernement en fait. Puis historiquement, il aurait en fait suffi de faire un appel à un dirigeant de l'armée puis de dire yo, renverser ce gars-là, on ne veut pas de lui. Puis ça serait suffisant. Mais Aristide avait en fait dissous l'armée en 94. Fait qu'ils n'ont pas pu en fait faire ça comme ils faisaient d'habitude. Parce qu'il y a eu en fait une rencontre à Ottawa pour la fameuse initiative Ottawa avec le Canada, la France, plein d'autres pays différents, qui ont décidé que dans l'intervalle d'1 an, il faudrait qu'ils renversent Aristide pour le remplacer en fait. C'est ça qui a été décidé. Ma camarade, depuis plusieurs années, on observe une baisse plus ou moins régulière du cours du dollar américain. Et c'est un processus qui s'est accéléré depuis le retour de Trump à la Maison-Blanche. Et on a vu dans le même temps, encore récemment, là, le cours de l'or, des métaux précieux plus généralement, lui aller à la hausse. Et ça reflète une perte de confiance relative des investisseurs dans le dollar américain, qui a l'air de perdre en fait son statut à l'heure actuelle de valeur refuge, c'est-à-dire de valeur dans laquelle les investisseurs... Ça marche, pardon. De valeur dans laquelle les investisseurs peuvent avoir confiance dans la stabilité, savoir que globalement, ils ont une valeur qui évoluera pas trop et qui garantira leur profit. Ça, c'est une tendance qu'on observe actuellement, qui est renforcée par le fait que il y a de nombreux pays qui tentent de contourner l'utilisation du dollar pour leurs échanges. On le voit par exemple l'année dernière, vous avez les BRICS, qui avaient commencé à essayer de mettre en place un système de paiement et de transfert qui n'utilisait pas le dollar, un système alternatif au système SWIFT, le système de paiement internationaux en dollars. Et puis vous avez typiquement la Chine qui solde de plus en plus de ses échanges avec ses partenaires commerciaux en yuan, donc dans la monnaie chinoise. Ce qu'on observe donc, c'est un déclin relatif du dollar en tant que la monnaie principale du commerce international. Et nous, on doit se poser la question, qu'est-ce que ça reflète? De quoi est-ce que c'est le symptôme? Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, Benoît en a parlé un petit peu, le dollar, c'est la monnaie du commerce international. L'essentiel des échanges internationaux se règle en dollars américains. Et ça vient du fait que pendant le boom de l'après-guerre, les États-Unis étaient en position surdominante économiquement à l'échelle mondiale. Et donc ont poussé pour l'abaissement des barrières douanières, ont poussé pour l'expansion du commerce international. Et pour favoriser ça, je ne vais pas revenir dans le détail, Benoît en a parlé, mais donc le développement d'un certain nombre d'institutions, d'accords internationaux, des institutions comme le GATT, l'ancêtre de l'OMC, et puis surtout Bretton Woods, qui était un système qui garantissait en fait un système de parité à taux fixe du dollar avec l'or. Ce qui signifiait que le dollar avait une garantie d'être une valeur extrêmement stable, puisque sa parité avec l'or était à taux fixe. Pour une certaine quantité de dollars donnée, on pouvait avoir une quantité d'or fixe. Ce qui veut dire que ça en faisait la monnaie naturelle, on va dire, des échanges internationaux, puisque les capitalistes avaient la confiance que dans le monde entier, que le dollar n'allait pas bouger, et qu'ils pouvaient donc en posséder sans crainte de voir leurs actifs se dégrader. Et donc c'est devenu le dollar un facteur largement facilitant pour les échanges, puisque si tout le monde utilise la même monnaie, ça évite les multiples conversions qui freinent les échanges. Et ça, c'est une tendance naturelle, entre guillemets, du capitalisme en expansion. C'est-à-dire, à un certain point, les capitalistes, comme a dit Benoît, ont besoin d'exporter les marchandises, d'exporter des capitaux. Et dans ce cas-là, ils ont besoin d'un cadre, objectivement, d'un cadre unifié, ce qui implique, entre autres choses, une monnaie internationale. Et puis, dans le contexte d'une domination américaine significative, qui détenait en plus 2/3 de l'or mondial, mais ici de l'or mondial, aux sorties de la Seconde Guerre mondiale, ça faisait du dollar en fait le seul candidat viable pour cette monnaie internationale. Et c'est donc imposé comme une évidence en quelque sorte. Et donc en retour, c'est devenu le dollar un puissant levier qui a favorisé le boom des 30 Glorieuses. Donc les 30 années essentiellement qui ont suivi la guerre mondiale avant le choc pétrolier. Et c'est aussi devenu un outil très puissant pour l'impérialisme américain pour imposer sa domination économique et commerciale sur le reste du monde. Puisque du coup, d'une part, les États-Unis pouvaient imprimer de la monnaie quasiment à l'infini, sans voir la monnaie se dévaluer, puisque le cours était fixé. Ce qui fait que l'État américain a pu s'endetter massivement pour financer, pour subventionner sa propre économie,
sans craindre de stabilité monétaire, sans craindre que le dollar s'effondre. C'est ce que les économistes qualifient d'avantage exorbitant, effectivement. Et puisque d'autre part, tous les échanges se faisaient en dollars, les transferts, les paiements sont gérés généralement par des établissements bancaires, par des systèmes qui sont gérés par les États-Unis. Ce qui veut dire que ça exposait l'essentiel des pays qui commerçaient en dollars à des sanctions possibles, à des punitions, dès que imposaient des politiques qui contrevenaient aux intérêts de l'impérialisme américain. C'est-à-dire que l'impérialisme américain pouvait décider unilatéralement, par exemple, de sortir les pays qui contrevenaient à ses intérêts des systèmes de paiement internationaux et donc de sortir essentiellement du commerce international. Ça a largement donc contribué à conférer à l'impérialisme américain ce statut, vous savez, de gendarme du monde, comme on disait encore récemment. Et ce fait-là, ça a demeuré, c'est important à voir, même après la fin de Bretton Woods. Je ne rentre pas dans le détail de pourquoi Bretton Woods a dû s'arrêter au début des années 70, mais même à la fin de Bretton Woods, donc le dollar s'est remis, comme on dit, à flotter, c'est-à-dire à n'être plus une monnaie extrêmement stable par nature en étant adossée sur l'or, mais à avoir un cours flottant. Même là, le dollar a continué à être la monnaie internationale, la monnaie des échanges internationaux par défaut. Et en somme, ce qu'on voit, c'est qu'encore à cette époque-là, l'hégémonie du dollar, c'était en fait un reflet de l'hégémonie de l'impérialisme américain, d'une part, et aussi, comme j'expliquais, du besoin pour les capitalistes du monde entier d'avoir un cadre unifié pour le commerce et la finance mondiale, pour faciliter les échanges. Ce qui fait du dollar, en fait, véritablement un pilier de l'ordre mondial capitaliste de l'après-guerre, essentiellement des 80 dernières années. Mais comme vous savez, camarades, toute chose se transforme en son contraire. La position particulière du dollar, elle a d'une part mené à un énorme déficit commercial des États-Unis, je ne rentre pas dans le détail de pourquoi, mais mené à un énorme déficit commercial et a largement miné aussi l'industrie américaine, son industrie domestique. Et d'autre part, ça a creusé la dette à des niveaux en fait stratosphériques, ce qui est un processus qui s'est encore accéléré largement depuis la crise de 2008. Au point où les investisseurs commencent à se poser véritablement la question de jusqu'où ça peut aller, en fait, commencent à perdre confiance. Vous savez, c'est-à-dire, dans un premier temps, on voit la stabilité du dollar comme la possibilité que les États-Unis s'endettent à l'infini, mais nous, en dialecticiens, on sait que ça, c'est pas possible, en fait. Ça finit par se transformer en son contraire, et ça atteint un point où, en fait, on commence à douter de la possibilité à continuer à creuser le puits. Et on est dans cette situation-là. Et ça, c'est une des causes principales qui pousse Trump à mettre en place le protectionnisme, c'est-à-dire qu'il veut réduire le déficit commercial et, comme on dit, exporter la crise en cherchant à rapatrier des capitaux, des investissements aux États-Unis. Mais malgré cette politique, et c'est ça qui est intéressant, le dollar a continué à chuter au cours de la dernière année, ce qui montre qu'au lieu de redonner confiance aux investisseurs, en fait, ça les a plutôt inquiétés. Ça s'est traduit notamment et significativement par une dégradation de la note, vous savez, les fameuses agences de notation qui notent la capacité des pays à s'endetter. Les États-Unis ont vu leur note se dégrader au cours de l'année dernière. Et ça expose complètement la fragilité de l'impérialisme américain. Il n'est plus aussi incontournable qu'il l'était. Aujourd'hui, en particulier, il est concurrencé par la Chine, qui est plus compétitive en fait, sur un certain nombre de marchés mondiaux. Et donc le dollar, qui était considéré autrefois comme aussi bon que l'or, comme on disait, c'est plus une garantie de confiance. Donc, camarades, ça ne veut pas dire que le dollar va être remplacé comme monnaie des échanges capitalistes avant un bout de temps en réalité. Comme j'ai dit, les capitalistes, ils ont besoin d'une monnaie unifiée, d'un cadre unifié, et aujourd'hui, ils n'ont pas d'alternative que le dollar, tout simplement parce que précisément, l'ordre commercial financier des dernières années s'est construit dessus. Mais l'utilisation généralisée du dollar, elle a entraîné pour l'impérialisme américain, d'une part, un endettement, comme j'ai dit, qui devient de plus en plus intenable. Et donc, de facteur de stabilité, le dollar devient un facteur, au contraire, instabilisant, un facteur d'instabilité. Il ouvre la voie, par exemple, à l'hypothèse d'une émission massive de dollars, une impression massive par la Fed, la Banque centrale américaine, pour financer son industrie, mais ce qui ferait courir le risque, ce coup-ci, d'un emballement inflationniste qui serait incontrôlable. Et le reste du monde, en fait, en est complètement indépendant et serait complètement affecté par un tel emballement inflationniste. Par exemple, l'Europe détient 40% des actifs libellés en dollars dans le monde. C'est énorme. Donc, en fait, une chute du dollar aujourd'hui, ce serait un coup majeur pour l'ensemble de l'économie capitaliste. Et ça pourrait être l'étincelle de la crise qui marquera le début de la fin du capitalisme. Merci. Peut-être juste un truc, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Armand. Merci, j'ai pas besoin de développer là-dessus. Mais peut-être
éléments pour développer, parce que c'est intéressant. Ça, c'est un des piliers donc, de l'ordre d'après-guerre qui n'est pas encore disparu, hein, l'ordre qui a été établi sur la base du dollar et des institutions comme le FMI, la Banque mondiale. Mais c'est une institution qui quand même en prend des coups, hein, qui existe encore, mais qui souffre. Puis déjà, un des éléments importants qui souffre, c'est comment le commerce international est mené. Notamment, donc là, il y a déjà une règle qui était une règle de base du commerce international qui est morte essentiellement. C'est la règle qui avait été adoptée par l'OMC dans les années 90. Après des années et des années de négociations, là, il y a eu, je pense, 6 rondes de négociations qui ont finalement mené à ça. C'est la règle de la nation la plus favorisée. Donc, c'est-à-dire qu'un pays ne peut pas imposer des tarifs plus élevés sur un pays que sur un autre. Donc, il ne peut pas traiter de défavoriser un pays par rapport à un autre dans le commerce international. La seule manière, tu peux traiter tu pouvais traiter un pays de façon plus bénéfique, par exemple, avec un accord de libre-échange, mais tu ne pouvais pas me dire, toi, tu payes tant de tarifs. Mais comme on le sait, aujourd'hui, c'est mort hein, depuis la journée de la libération de Trump, la fameuse journée de la libération. Trump a dit, non, cette règle-là, on s'en calisse, on la piétine. Mais pourquoi je mentionne ça, c'est parce que ça pose la question de quelles autres normes comme ça, quel domino de normes ça se met ça va faire tomber. Puis il y a toute une série de trucs, de règles et d'institutions qu'on prend pour acquis un peu, qui existent, que nous, les profanes, on ne connaît pas, mais qui existent derrière tout ça. Par exemple, quand Trump dit « Ah, on a une balance commerciale de temps », puis quand tu peux googler, c'est quoi la balance commerciale entre deux pays? Mais ça, en fait, le FMI établit des normes de comment c'est calculé. Puis tous les pays sont censés envoyer leurs données au FMI, leurs données commerciales. Puis le FMI fait des calculs qui permettent d'afficher pour tout le monde, OK, on sait qu'on s'entend tous pour dire comment est calculée la balance commerciale entre deux pays. Ça permet à Trump de dire des trucs comme on a une balance commerciale négative, puis il faut la changer. Mais ça, quand est-ce qu'ils vont se mettre à... Ça, c'est une autre norme. Alors, quand est-ce qu'ils vont se dire, ah ouais, mais on pourrait tricher là-dessus, puis pas envoyer les bonnes données, ou produire nos propres données, puis refuser que ça soit un tiers neutre qui fasse ces calculs-là. Un autre aspect, une autre règle qui a été adoptée dans l'après-guerre, c'est quand on dit la monnaie, telle monnaie est vendue à tel prix sur le marché mondial. On prend ce truc-là pour acquis, mais pendant les années 30, pendant les guerres commerciales, chaque pays disait « Toi, je te vends ma monnaie à tel prix, toi, je te vends ma monnaie à tel prix. » Là, quand est-ce que, pensez-y, le Trump, c'est juste une question de temps avant qu'ils se disent « Wait a minute, je pourrais me mettre à vendre le dollar américain à un prix différent à différents pays, comme outil, comme arme de guerre commerciale. » Fait que quand c'est ce genre de truc-là, c'est d'autres dominos des règles du commerce international qui pourraient tomber. Puis ça, c'est juste deux règles que j'ai trouvées dans mes lectures, mais je suis certain qu'il y en a plein d'autres comme ça auxquelles on ne pense pas que cet ordre pourrait disparaître. Puis les conséquences, ça va être plus d'instabilité, ça va être... Puis cette instabilité-là, les conséquences, c'est moins d'échanges commerciaux. Je pense qu'Armand a bien expliqué comment cette stabilité-là fait en sorte que le commerce mondial a massivement augmenté dans l'après-guerre. Mais une fois que ces règles-là vont disparaître, cette stabilité-là va disparaître, les échanges vont diminuer, puis ça risque d'entraîner, de favoriser les crises économiques et tout. Donc, voilà pour ça. Hans a demandé,
en quoi, qu'est-ce que je voulais dire quand je disais que l'URSS représentait plutôt une menace politique? Bon, je vais un peu rentrer dans les détails de l'OTAN ici. C'est ça, dans la prière, c'est pas exactement que ils établissent pas exactement, ils se mettent pas à bâtir des bases militaires, tout ça, parce qu'ils pensent réellement que l'URSS va envahir l'Europe. En fait, même à Yalta en 1945, Churchill, Roosevelt et Staline s'assoient puis ils se divisent l'Europe. Ils se disent, OK, ça c'est ta zone d'influence, ça c'est ta zone d'influence. Puis c'est pour ça notamment que Staline laisse la France, l'Italie, qui était au bord d'une révolution. Il dit au Parti communiste, non, faites même pas de révolution, laissez-les. Puis il sacrifie la révolution en Grèce, par exemple. Il laisse les communistes grecs se faire massacrer par les troupes britanniques. Bref, c'est ça. Et puis, même un peu plus tard, donc la stratégie des États-Unis, c'est une stratégie d'encerclement ou ce qu'ils disent d'endiguement. Donc, ils mettent des troupes tout le bord, tout le long des frontières avec l'URSS pour essayer de menacer un peu pour dire l'URSS, tu t'avances pas. Puis nous, on a des troupes pour t'attaquer si jamais tu essaies d'étendre ton influence autour de toi. Mais voilà, ils savent que l'URSS ne va pas attaquer l'Europe de l'Ouest. En fait, même George Kennan, qui était l'architecte de cette stratégie d'endiguement, il disait, en 1955, il dit spécifiquement, non, l'URSS n'a aucune intention d'attaquer. Donc, ils s'étaient séparés l'Europe de l'Ouest, mais par contre, ce qui ne s'était pas séparé, c'était les colonies, c'est-à-dire et les pays du tiers-monde. Et c'était ça qu'ils craignaient, c'était là-dessus qu'ils craignaient que l'URSS, puis on voit qu'il y a toutes sortes de batailles là-dessus, la guerre du Vietnam, ce matin, je ne sais pas si vous étiez à la séance de Joël, en l'Indonésie. Tout ça, puis les États-Unis attaquent gravement, se mettent à attaquer une série de pays pour empêcher ces pays-là de passer du bord des Soviétiques. Et donc, parmi ces pays-là, des pays qui étaient d'anciennes colonies françaises ou anglaises, ou des pays qui sont encore sous influence française ou anglaise. Et donc, intégrer l'Europe dans l'architecture militaire de l'OTAN, c'est une manière de les aider à prévenir le passage de ces anciens pays, anciennes colonies françaises, anglaises, au côté soviétique. Et donc, il y a tout un système qui est créé, qui est un peu difficile à expliquer, mais de coopération militaire sur sur toute une série d'aspects entre les Américains, les Européens, les Canadiens, les Australiens, les Japonais, un partage d'équipements et de technologies, un entraînement commun des troupes, tout ça. Et là-dessus, les pays de l'OTAN, les autres pays de l'OTAN, sont vraiment des sangsues qui profitent des investissements massifs faits par les Américains. Par exemple, ils profitent du programme des F-35. Les États-Unis vendent leur F-35, donc le jet le plus puissant sur la planète, qui est une machine incroyable, extrêmement technologique, qui a coûté un programme qui va coûter au bout de sa vie 2 trillions de dollars. Ou enfin, c'est 2 billions, en tout cas, 1000 fois, un énorme chiffre, plus que 1000 fois plus qu'un milliard, 1000 milliards, c'est ça. Donc, ça, les Européens, les Français, les Anglais, les Canadiens profitent de ces investissements massifs-là à travers l'OTAN. Un autre aspect, c'est la police des mers. Hein. 90% du commerce mondial transite encore par les mers. Pensez-y. Et donc, c'est la sécurité de ça. C'est assuré par les bateaux
américain. Et donc, c'est une autre façon, un autre truc dans lequel l'Europe profite de l'architecture de défense américaine. Et quand ça va disparaître, s'il faut que les Européens, les Canadiens défendent leurs propres bateaux avec leur propre marine quasi inexistante, ils vont se poser des questions. Bref, j'ai un peu décollé du sujet ici, mais je trouvais ça intéressant. Ensuite, ouais. Sur la question de Francis, est-ce que la Chine ne pourrait pas jouer un rôle comme l'URSS, comme un rôle d'exemple aujourd'hui, un peu comme est-ce que ça fait pas la même menace politique? Je pense que la différence, c'est que à l'époque de l'URSS, c'était clair, là, si on veut faire comme l'URSS, il parle de révolution ouvrière, tout ça. Il y a des partis communistes avec qui sont liés d'une certaine manière à l'URSS, qui ont des traditions, qui ont les marxistes-léninistes. Quel exemple la Chine donne à quel pays? Il y a des pays en quelque part, là, des gens, des ouvriers qui voudraient dire « Ah oui, on veut faire comme la Chine », qu'est-ce qu'ils vont faire? Non, puis le Parti communiste chinois parle aucunement de révolution ou ils disent non, ils parlent uniquement de leurs propres intérêts de la Chine, puis ils sont très clairs, ils disent non, vous, ce que vous faites en Occident, là, c'est vos affaires, c'est vos problèmes. Nous, on n'intervient nulle part, on n'a pas l'intention d'intervenir nulle part, nous, on bâtit la Chine. C'est comme encore plus socialisme dans un seul pays que ceux de Staline. Fait que, ouais, je pense pas qu'il y a personne qui pourrait s'imaginer que la Chine pourrait jouer le rôle de modèle pour des mouvements ouvriers ici. Ouais, un autre sur la multipolarité, je pense que Nicolas en a bien parlé. Peut-être pour rajouter un autre élément, si on veut parler d'un moment où est-ce qu'il y a un empire qui s'est effondré, puis ça pouvait susciter des illusions, mais il y avait des gens qui avaient des illusions dans cet empire, dans la disparition de l'empire, puis dans l'émergence d'un nouvel ordre mondial. C'est après la Deuxième Guerre mondiale, puis la disparition de la fin de l'Empire britannique. Il y avait des gens qui avaient des illusions. En fait, les Américains même adoptaient un discours anticolonialiste. C'est un truc, les Américains disaient « Ah oui, on veut la fin de l'Empire britannique. » Puis c'était très clair. Pour eux, ils adoptaient un discours anticolonialiste afin de miner l'impérialisme britannique pour dire non, c'est nous les nouveaux boss sur la planète. Par exemple, les Américains étaient au début, au Vietnam, ils aidaient les révolutionnaires vietnamiens contre les Français. Ils étaient... Ho Chi Minh est allé à la Maison-Blanche rencontrer le président, puis le président en disant « Ah oui, on va vous aider on veut l'autodétermination des peuples contre le colonialisme français, blablabla. » Puis un autre aspect, c'est en 1956, dans la crise du canal de Suez, quand Israël, la France et l'Angleterre ont envahi l'Égypte. Les Américains, d'ailleurs, c'est une autre mission des Casques bleus, les Américains sont arrivés puis ont dit « non, il n'est pas question. » Et puis c'est comme le moment qui a mis le clou dans le cercueil de l'impérialisme ou du colonialisme britannique et français, parce que c'est le moment où est-ce que les Américains ont dit « Là, c'est fini, là, c'est nous qui décidons les règles sur la planète. » Ils ont bloqué une mission clairement impérialiste par les Anglais et les Français, juste pour que ça soit très clair que si ils veulent faire une mission impérialiste, je ne pense pas qu'ils avaient vraiment de problème avec le caractère de la mission, mais c'est de dire, c'est nous qui décidons, c'est nous qui sommes les patrons, puis vous ne faites pas ça dans notre dos.
fait que tout ça pour dire que à ce moment-là, il y aurait pu avoir des gens qui avaient des illusions dans cette nouvelle ordre mondial qui émergeait en se disant ah ben on a le nouveau patron sur la scène mondiale, il est gentil, hein? Il y a un discours anticolonial. Donc, si vous avez des illusions envers la Chine, rappelez-vous de ça. OK, Louis veut que je finisse. Juste pour terminer, parce que Nicolas et Manu ont parlé du plan de Carney sur les puissances moyennes. Est-ce que c'est possible de créer ce nouveau... moi, je pense pas que c'est possible. Parce que, comment dire... Je pense que ça revient un peu à la nature du capitalisme à notre époque, puis même en fait la nature de l'impérialisme. Un des éléments de la concentration monopolistique à notre époque, c'est la nature de la technologie puis des industries à notre époque. Hein. Un truc qui empêche, qui fait en sorte qu'il y a une concentration des industries, que c'est de plus en plus difficile de créer une entreprise puis de dire « Ah, ben moi, je vais me lancer dans l'acier. » Imagine, vous dites ça, là. « Ah, moi, j'ai lancé une acierie. » Il y a 150 ans, c'était possible d'avoir... Tu disais à ton père « Hey, passe-moi donc $1 million, puis passe-moi donc 1000 $, puis je vais m'acheter ma petite usine d'acier, puis je vais couler de l'acier, puis là, tu vas vendre de l'acier. » Aujourd'hui, tu peux pas faire ça, là. Tu peux pas te lancer une acierie. Il faut que tu trouves un petit 10 milliards de dollars pour lancer ton acierie, tu sais. Mais c'est comme ça dans toutes les industries importantes. Puis non seulement ça, mais il y a une série, il y a des industries comme ça qui sont absolument cruciales. Puis que tu peux pas... Aujourd'hui, quel pays peut se passer de semi-conducteurs? Des semi-conducteurs, tu as besoin, tous les pays ont besoin de ça. Mais il y a il y a 2 entreprises, pardon, sur la planète qui font des semi-conducteurs. Il y en a une en Hollande, puis il y en a une à Taïwan. Puis une usine de semi-conducteurs, ça prend un investissement de base de 20 milliards de dollars, quelque chose comme ça. Fait que tu peux pas... Un pays qui voudrait... Imagine le Québec là, dit « Hey, nous, on va avoir une autonomie de semi-conducteurs. On va mettre 20 milliards de dollars, puis dans 20 ans, on va peut-être avoir une usine de semi-conducteurs. » C'est comme... Ça marche pas, là. Les seuls qui peuvent faire ça, c'est les gros joueurs comme la Chine, puis la Chine, les États-Unis. Puis là, les Européens, face à ce problème-là, ils se disent, OK, ben là, il faut qu'on réussisse à s'unir, puis il y a des débats, parce qu'en ce moment, par exemple, tu ne peux pas avoir des gros capitaux en Europe, assez gros pour faire les genres de gros investissements en capitaux qui sont nécessaires à notre époque. Donc là, je pense que la semaine dernière, il y avait des banquiers européens qui disaient là, il faut qu'on abolisse les règles qui empêchent d'unir, de faire des fusions de banques en Europe. Parce que toutes les petites banques en Europe disent non, moi je veux garder mon autonomie. Puis là, je veux pas qu'il y ait des gros joueurs qui viennent, qui puissent s'insérer dans le portrait. Fait que ça c'est les intérêts de chaque petite nation européenne vient être un obstacle à la création, à l'unification de capitaux assez gros pour que l'Europe vienne compétitionner avec les États-Unis ou avec la Chine. Donc, c'est la même chose. Si le Canada va voir l'Europe et dit « Hey, on s'unit contre les États-Unis. Mais qui va être le patron dans cette union-là? Comment ils vont réussir à mettre ensemble assez de capitaux, mais d'une manière qu'il n'y ait pas de gros boss entre eux. En tout cas, ça ne marche pas vraiment. Fait que c'est un peu un produit de la nature. Même chose sur le plan militaire. Ben,
comment tu peux avoir... Il y a l'idée d'avoir une stratégie, une autonomie stratégique militaire. Et comment tu fais ça sans des investissements en capitaux massifs, comme j'ai parlé pour avoir ton propre jet, par exemple. Alors, le jet canadien, le jet français, le jet... Tu ne peux pas faire ça avec quand les Américains ont déjà mis des centaines et des centaines de milliards de dollars juste pour avoir leur jet. Bref, je pense pas que c'est possible que les puissances moyennes réussissent à avoir une réelle autonomie. Elles vont devoir zigzaguer, essayer de se positionner entre les différentes puissances, puis donc nécessairement être un peu à la remorque ou même soumises, des espèces de vassaux de la Chine ou des États-Unis. Ouais, c'est ça. Fait que, ouais, là, on me demande de finir. Je n'ai pas répondu à toutes les questions, mais là, ça va. Juste finir sur un truc. J'aime finir sur une citation qui m'inspire. Puis, dans ce cas-ci, c'est quand Lénine parlait des indices d'une situation révolutionnaire. Il disait, donc il donne plusieurs critères, je ne vais pas toutes les lire, mais il y en a un qui dit « Impossibilité pour les classes dominantes de maintenir leur domination sous une forme inchangée. Crise du sommet. Crise de la politique de la classe dominante. Que la base ne veuille plus vivre comme auparavant et que le sommet ne le puisse plus. » Je pense que c'est ça qu'on voit en ce moment, c'est que les classes dirigeantes partout dans le monde, d'elles-mêmes, elles sont en train de détruire l'ordre qu'elles ont elles-mêmes créé. Ce n'est pas les travailleurs qui sont soulevés puis qui ont dénoncé l'OTAN, qui ont dénoncé l'ONU. Non, c'est les classes dirigeantes elles-mêmes qui sont en train de scraper les trucs qu'elles ont créés elles-mêmes par désespoir, parce qu'elles savent plus, elles sont incapables de s'entendre entre elles parce qu'elles ne croient plus à leur propre système. C'est un peu ça. Trump, c'est un bourgeois qui ne croit plus au système bourgeois. Et ça provoque en fait, ça les enfonce dans la crise, puis ça a des conséquences comme créer de l'instabilité, tout ça. Moi, ça me rappelle un peu quand Trump est en train de détruire un peu le système, ça me rappelle des sables mouvants. Hein? Trump versus Biden. Trump, c'est comme celui dans les sables... Biden, c'est celui qui dit, quand on est dans des sables mouvants, il ne faut pas bouger. Puis là, il coule, puis il n'y a aucune solution. Puis Trump, ben, c'est celui qui... Ah! Il panique. Il fait juste accélérer le fait que le système s'enfonce dans la crise. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que des fois, on peut se dire que on peut regarder la situation puis se dire il n'y a pas beaucoup d'entre nous. Tu sais. On regarde puis on est juste 700 quand on y pense. Ici, là, c'est pas tant que ça. Mais c'est pas juste nous c'est pas juste une question de nous, c'est important d'aller chercher des communistes, mais c'est pas nous qui créons les communistes. Les communistes, c'est la classe dirigeante elle-même, par ses actions, par sa panique, par le fait qu'elle soit incapable de continuer à vivre, qui va créer des communistes, qui va révéler à la face du monde la nature de son système, puis qui va élever des millions de gens à la conscience de classe, qui va pousser les gens vers les idées révolutionnaires. Alors nous, notre rôle, c'est d'aller les chercher, ces gens-là, puis les organiser. Alors, voilà.